myself. Bonjour à tous et bienvenue sur Pop Out, le média qui partage l'actualité de la pop culture et qui tente d'en décrypter les phénomènes. Aujourd'hui, on se retrouve pour la pas du tout attendue review de Avengers Infinity War avec spoiler. Pas du tout attendue parce que je dois être à peu près le dernier à sortir ma critique avec spoiler. Toutefois, j'ai pas chômé pour autant. Comme je vous le disais dans ma review sans spoiler, j'ai vu le film pour la première fois le jour de sa sortie en 4DX au Gaumont du Havre et je l'ai revu lundi soir en VO sous-titré au cinéma Lézard de Montivilliers. Entre temps, je m'étais rendu à la soirée spéciale Avengers Infinity War qui avait été fait pour les familles au cinéma Lézard. C'était notamment l'occasion de faire le petit podcast que j'ai publié en fin de semaine dernière avec l'équipe du Ciné Club. Et maintenant, on se retrouve pour la critique sans aucune retenue du film. Je précise bien qu'à partir de maintenant, si vous n'avez pas vu le film, fuyez. Vraiment, j'ai suffisamment fait sans spoiler. C'était pas évident de faire une chronique d'une demi-heure sans spoiler, c'était pas évident d'aborder les 10 ans du MCU avec l'équipe du Ciné Club sans le moindre spoiler. Donc à partir de maintenant, on se lâche complètement et on commence tout de suite avec le casting. Casting que j'avais déjà abordé dans ma première vidéo sans spoiler, mais là on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans les détails en reprenant les personnages qui, je vous le rappelle, m'avaient plus marqué que d'autres. On commence donc avec Tony Stark, Robert Downey Jr., qui est l'un des premiers personnages à apparaître dans le film, du moins sur Terre, dans une scène avec Pepper qui nous introduit en fait peut-être un dilemme sur une éventuelle grossesse. Alors forcément, moi, gros malin, je me suis cru plus malin que tout le monde. Je me suis dit, bah ça y est, il nous présente voilà, Tony, futur papa, il commence à y penser, le mariage avec Pepper approche. Comme c'est pratique, ils vont le faire mourir en fin de film. Pas du tout. En fait, cette scène, elle arrive là, mais elle est pas du tout désamorcée par le reste du film. Toutefois, peut-être que c'est pour faire écho à la figure paternelle un petit peu qu'il représente pour Peter Parker pendant tout le film. Et quand on connaît le destin de ce dernier dans la fin du film, j'aimerais vraiment pas être en face d'Iron Man dans Avengers 4. Je pense que là, il a plus grand chose à perdre. Bien évidemment, il a peut-être ou pas perdu Pepper, puisqu'il se trouve sur Titan à la fin du film, on ne le sait pas. Mais vraiment, je pense qu'il va se mettre en mode berserk pour peut-être sa dernière apparition dans Avengers 4 et j'aimerais vraiment pas être en face de lui. Peter Parker, donc, avec une très bonne entrée en scène, on retrouve tout de suite l'esprit un petit peu teen movie qu'on avait dans Spider-Man Homecoming, qui apparaît de façon très cool. Il est toujours aussi méta qu'il l'était dans Civil War ou dans Homecoming. On se rappelle par exemple que dans Civil War, il faisait une énorme référence à l'Empire contre-attaque. Il y avait également d'autres grosses références à Star Wars dans Homecoming. On se rappelle par exemple de l'étoile noire en Lego qu'ils étaient en train de construire avec Ned. Donc voilà, quand il s'agit de s'auto-référencer, Disney est très fort là-dessus. Et là encore, une grosse référence à Alien. Et même Tony Stark qui le supplie d'arrêter de faire des références à la pop culture. Donc voilà, moi avec le lancement de Pop Out, j'étais absolument régalé. C'était vraiment une très bonne dynamique, encore une fois, avec Tony Stark, puisque Peter est toujours à la recherche de ce père spirituel qu'il n'a plus depuis la mort de Ben Parker, qu'on n'a pas vu dans le MCU. Mais c'est très bien puisqu'il est remplacé par la présence de Tony Stark qui est vraiment dans cette quête peut-être de rédemption suite aux événements de New York, suite à l'ère d'Ultron, qui est toujours en train d'essayer de faire du mieux qu'il peut. Et voilà, il le dit lui-même, il a l'impression de parler comme son père dans Spider-Man Homecoming, mais Tony Stark prend définitivement ses responsabilités. Et c'est pas évident quand on connaît la fin du film, j'y reviendrai tout de suite. Ah oui, également, très très bonne utilisation de l'Iron Spider. Alors vous l'aviez vu si peut-être vous aviez vu certaines fuites de jouets, de Lego notamment, qui avaient pu y avoir, voilà. C'était prévu, on s'en doutait déjà un petit peu avec la fin de Homecoming, mais effectivement, il s'agit bien de l'armure Iron Spider qui normalement apparaît dans Civil War, avec les pattes d'araignée dans le dos. Sur certains plans, j'ai vraiment eu l'impression de retrouver certaines couvertures de Civil War avec des poses assez iconiques. Donc beau boulot là-dessus. J'ai vraiment bien aimé l'utilisation de l'armure qui n'est pas seulement là pour faire plaisir, mais qui apporte vraiment certains éléments artistiques et dynamiques dans le film. Donc plutôt bonne utilisation de l'Iron Spider. Le Captain Steve Rogers est quant à lui plutôt effacé du film, je vous le disais dans la critique sans spoiler. Pour une raison que j'ignore, c'est vraiment pas le personnage qui est le plus mis en avant. Bon, il est là, il a son style de nomade, mais à aucun moment il est appelé nomade dans le film. Toutefois, voilà, il est là avec sa tenue plutôt super soldier. Il apporte son aide lorsqu'il faut. Sans plus, c'est un bon leader, mais il n'est pas plus que ça mis en avant dans le film. Donc je pense qu'il le sera beaucoup plus dans le suivant, parce que
continue à penser qu'avec Iron Man, ce sont vraiment les deux personnages qui sont voués à disparaître pour laisser place à la nouvelle génération. Ce sont les deux dont la mort aurait plus d'impact sur la suite et qui seraient vraiment des pertes lourdes et des sources de motivation pour la nouvelle génération. Donc à voir, il est dans son rôle, il le joue bien, il est beau gosse à souhait avec sa grosse barbe, pas de problème à signaler, j'ai hâte de voir la suite. Et là on arrive sur Stephen Strange, Doctor Strange, qui a, selon moi, l'un des meilleurs développements du film, avec Thor peut-être, Thor et Gamora naturellement, j'y reviendrai, parce qu'il déjà est bien introduit dans le film, son face-à-face avec Tony Stark est absolument, voilà, c'est un régal, on a deux personnages extrêmement éloquents, avec, voilà, qui ont l'habitude d'envoyer des grosses punchlines, et le fait de les opposer l'un à l'autre avec leurs deux visions du monde qui peut-être à la base n'étaient pas si différentes à l'époque où Stephen Strange était chirurgien, mais maintenant qu'il est devenu le maître des arts mystiques, c'est vraiment un duel d'idéologie et leur face-à-face est plutôt intéressant. Stephen Strange dans ce film est amené à prendre peut-être la plus grosse décision du film, puisque c'est lui qui décide de remettre la pierre du temps à Thanos, sachant qu'une heure avant, il avait dit clairement à Tony Stark et à Peter Parker, si je dois faire un choix entre vos vies et protéger la pierre, il n'y a absolument pas de débat, je protégerai la pierre coûte que coûte, c'est la mission pour laquelle j'ai été nommé sorcier suprême. Et finalement, il se retrouve à donner de lui-même la pierre à Thanos, après avoir évalué les 14 605 issues possibles du combat avec Thanos. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ce chiffre-là exactement. Il décide de faire le choix très, très cartésien de donner la pierre à Thanos, alors que c'était absolument pas son plan de base. Donc je pense qu'il en a vraiment derrière la tête. J'ai vraiment hâte de voir où ça va nous emmener. Alors, je vais pas vous mentir, pendant le film, en tout cas du moins pendant le premier visionnage, j'étais dans mon film, j'avais décidé de poser mon cerveau sur le côté et vraiment de me laisser emporter par le film. Non pas que le film soit débile, mais voilà, j'avais décidé vraiment de me laisser porter, d'autant plus avec la 4D, je vous dis pas, vraiment j'étais dedans. Et au moment où il donne la pierre à Thanos, alors qu'il a ouvertement dit que jamais il ne la donnerait de lui-même, je me dis, mais alors qu'est-ce qu'il fait? Il a simplement fait le calcul que de toute façon il y avait la moitié de l'humanité qui allait disparaître, donc autant ne pas faire plus de dégâts. Et non, pas du tout. Je pense qu'il y a vraiment un plan, il a évalué toutes les issues possibles et il en a déduit qu'il n'y en avait qu'une seule qui était valable. Et s'il a donné la pierre, c'est que ça fait vraiment partie de son plan, c'est que les conséquences de cet acte, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, font partie du plan et que ça fait partie de la seule issue possible. On va y revenir un petit peu plus tard. Une très bonne utilisation de ses pouvoirs également. J'ai trouvé que les frères Russo s'étaient très très bien approprié le style qui avait été mis en place dans le film Doctor Strange. Alors sans aller aussi loin, il n'y a pas trop de dimensions miroirs, il n'y a pas trop de jeux avec l'architecture, etc. Mais toutefois, j'ai trouvé quand même qu'ils en avaient sous la pédale et qu'ils avaient vraiment réussi à bien utiliser les pouvoirs de Stephen Strange à l'écran, et c'est plutôt une bonne chose, je trouve. La relation de Scarlet Witch et de Vision à l'écran est elle aussi plutôt intéressante. En fait, dans les comics, pour ceux qui ne le savent pas, ils sont réellement en couple, ils fondent une famille, ils ont des enfants, etc. Et c'est plutôt sympa de les voir un petit peu, alors pendant un court instant, mais voilà, de les voir un petit peu hors du temps, en Écosse, passer du temps ensemble, comprendre que leur vie n'est pas évidente depuis Civil War, mais qu'ils essayent de construire quelque chose. On a, suite à l'attaque qui se passe en Écosse, un Vision qui est en train de perdre ses pouvoirs et de perdre sa puissance progressivement, alors qu'à l'inverse, on a Scarlet Witch dont les pouvoirs sont croissants et de plus en plus forts, d'autant plus en sachant Vision en danger, on commence vraiment à découvrir son potentiel. Alors on n'en est pas encore à House of M et à No More Mutants, hein, mais voilà, on sent que c'est un personnage qui est parmi les plus puissants, peut-être de l'univers Marvel, avec Dark Phoenix, avec Captain Marvel, etc. Vous remarquerez d'ailleurs que c'est que les personnages féminins, les personnages les plus puissants chez Marvel, du moins dans les bouquins. Donc voilà, j'ai plutôt aimé la petite romance qui était développée. On n'a pas le temps de la développer beaucoup plus que ça, mais toutefois, plutôt intéressant. Thor est l'un des personnages qui a un petit peu de développement dans ce film. J'aime vraiment ce qu'ils en ont fait après Ragnarok, qui était un petit peu trop... Enfin, disons que c'était pas le Ragnarok, quoi, ça avait été pris un petit peu trop à la légère. Là, on a un personnage qui est vraiment dramatique, qui perd son frère Loki dès le début du film, qui perd son meilleur ami Heimdall dès le début du film, et qui nous le fait comprendre, il a plus rien à perdre. Et alors là, ça y est, c'est vraiment le dieu du tonnerre. Alors, la partie du film où il part construire sa nouvelle hache Stormbreaker,
chez le nain Peter Dinklage, c'est peut-être le seul moment un petit peu lent du film, parce qu'on a un film avec un rythme extrêmement dense, mais toutefois, je pense que l'arrivée de Thor au Wakanda, c'est à peu près mon moment préféré du film, c'est le moment le plus épique, c'est le moment où le thème des Avengers est utilisé à merveille, thème qui, j'ai l'impression, est un petit peu remixé avec le thème de Thor. Et voilà, c'est le personnage qui m'a le plus fait plaisir dans ce film, en termes d'émotions positives, parce que j'ai eu d'autres types d'émotions pendant ce film, mais en termes d'émotions positives, c'est vraiment celui qui m'a régalé le plus. Vraiment, c'est peut-être lui qui a le passage le plus épique du film. Et vraiment, il m'a fait autant d'effet la deuxième fois que je l'ai vu que la première, donc vraiment j'aime beaucoup le développement de Thor, sa dynamique avec Rocket et Groot est plutôt sympa, sans être exceptionnelle. Mais voilà, je reviens sur ce que j'avais dit dans la critique sans spoiler. J'aime pas trop ce qu'ils ont fait de Peter Dinklage. Pour beaucoup, ça a été une bonne surprise. Pour ma part, pas trop. J'ai. Je sais pas, j'ai. Alors, oui, c'est une bonne idée en soi de dire que voilà, il fait partie de la race des nains et en fait, c'est un géant. Donc peut-être que dans l'espace, les rapports sont complètement inversés. Il a ce style bien caractéristique des nains. Je vous le disais, je le comparais un petit peu aux aux différents nains du Hobbit, mais c'est un petit peu ça. Par contre, je trouve que en termes d'écriture et du peu de développement qu'on lui donne et du style, il y avait quand même mieux à faire, je pense. Peut-être lui faire un style un petit peu plus travaillé, lui écrire quelques lignes un peu meilleures. Peter Dinklage, c'est quand même un des meilleurs acteurs, en tout cas en série, mais il n'est pas mauvais au cinéma de cette génération. C'est plutôt un acteur exceptionnel et c'est dommage de faire venir un aussi bon acteur pour lui donner un rôle aussi, entre guillemets, médiocre. Donc bon, ça faisait partie de mes déceptions, mais on enchaîne juste après sur ma scène préférée du film, donc c'est ok. Les Gardiens de la Galaxie ont toujours une bonne dynamique. Rocket et Groot, je vous le disais, RAS, hein, c'est vraiment la dynamique habituelle avec Groot adolescent, c'est un petit peu répétitif, c'est un peu toujours la même vanne qui revient, c'est un peu le même running gag tout au long du film. Rocket a une bonne dynamique avec, Thor. J'aime toujours celle qu'ils ont réussi à créer entre Drax et Mantis, qui sont vraiment les deux illuminés de l'équipe. Ils sont vraiment ailleurs et ça donne quelques scènes absolument délicieuses. Même si, voilà, en termes d'humour, j'ai l'impression qu'il y en a un petit peu trop. Ce qui m'amène à dire que Chris Pratt est un poil en surjeu dans le rôle de Peter Quill. Alors je pense qu'on lui a donné à jouer comme ça, mais il y a presque trop de vannes. D'autant que c'est à lui qu'on doit bah, si le plan sur Titan n'a pas marché, c'est à cause de lui, puisque c'est à cause de lui qu'on n'arrive pas à. Ils étaient sur le point d'arrêter Thanos et c'est à cause de lui que ça se passe pas comme prévu. Donc voilà, je pense qu'on en a fait un petit peu beaucoup avec Peter Quill dans ce film-là. Pourquoi? Parce que voilà, le deuxième personnage après Thanos, on y arrive, qui est le plus développé du film, c'est Gamora, de par sa relation avec Thanos justement. Et, et Gamora, c'est quelque chose parce que déjà ils ont pris dans ce film qui est extrêmement avec un montage extrêmement rapide, ils ont pris le temps de mettre quelques moments de pause, de faire des flashbacks sur l'enfance de Gamora, de nous montrer comment est-ce que Thanos l'a, entre guillemets, arraché à ses parents et l'a élevé, parce que j'ai l'impression que son peuple d'origine est un des premiers à avoir subi le plan un petit peu démoniaque, on va dire le premier génocide de Thanos. Donc on la retrouve quand elle est toute jeune, et on voit son développement, comment est-ce qu'elle a pu enfin, du moins elle évoque comment est-ce qu'elle a pu grandir en apprenant à détester Thanos tout simplement. Et au final, vous le savez certainement, c'est l'un des premiers personnages à mourir. Et ça fait quelque chose. Je vais enchaîner tout de suite sur Thanos, parce qu'au final, c'est lui le meilleur personnage du film, c'est lui qui est le plus écrit. C'était vendu comme ça et ils l'ont fait. Euh, Thanos devait être le personnage principal du film, c'est ce que les Russo nous avaient dit, et c'est la vérité. Thanos est le personnage le mieux écrit. Thanos a des motivations que l'on peut entendre, des motivations qui sont crédibles. Il n'est pas juste méchant pour être méchant, c'est pas juste le titan fou, la grosse brute qui est là pour éclater tout le monde. Non, il a un plan, il a une vision du monde. Elle est ce qu'elle est. Euh, c'est tout à fait normal de ne pas être d'accord. Toutefois, il est. Alors pour ceux qui seraient là malgré le fait qu'on soit en full spoiler, Thanos est une sorte de. Comment je pourrais dire?
d'écologistes d'extrême droite. C'est un peu paradoxal de dire ça. En gros, ils considèrent que, à raison certainement, que l'univers n'a pas assez de ressources pour répondre à tous les besoins de ses occupants, et que donc, en éliminant la moitié de la population de l'univers, grâce au pierre de l'infini, de façon totalement arbitraire, que tu sois petit, grand, riche, pauvre, blanc, noir, peu importe, il a l'intention de faire disparaître la moitié de l'univers pour que ses occupants puissent continuer à vivre dans des conditions décentes en termes de besoins, pour qu'ils puissent répondre à leurs besoins avec les ressources qu'on leur donne. Donc bien évidemment, son demi-génocide intergalactique, c'est une aberration en soi, hein, mais voilà, il est bien écrit, bien travaillé. Ça nous donne des scènes, vraiment, j'aurais pas pensé avoir de l'empathie ou avoir des émotions un petit peu partagées envers Thanos dans ce film, et c'était le cas pourtant, il est vraiment très bien écrit. Josh Brolin le campe extrêmement bien. Vous voyez, tous les gens qui étaient en train de râler parce que le visage de Thanos avait un petit peu bougé entre Avengers 1 ou les Gardiens de la Galaxie pour devenir ce qu'il est devenu, imaginez que s'il avait le visage tout carré qu'on lui avait donné au début, Josh Brolin n'aurait pas eu beaucoup de matière pour s'exprimer. Là, il arrive vraiment, quand Thanos a mal, t'as mal pour lui. Quand Thanos est triste, t'es triste pour lui. Donc, bon, beau boulot des frères Russo. Thanos est vraiment le personnage principal. Sa relation avec Gamora est parfois plutôt déchirante. Plus complexe qu'elle n'y paraît à la base, ou plus complexe qu'elle nous avait été vendue dans les Gardiens de la Galaxie. Donc, voilà, un gros point fort pour les Russo. Parlons un petit peu des théories que j'avais avant le film. L'une de mes théories principales venait du fait que je pensais que Nebula allait être le premier personnage à mourir dans ce film, alors qu'au final c'est une des survivantes à la fin. Dans les Gardiens de la Galaxie 2, on la voit être déterminée à aller casser la bouche de Thanos, et je me suis dit, pour nous montrer l'échelle de puissance de Thanos, dès le début du film, ils vont faire en sorte que Thanos démonte, sans mauvais jeu de mots, Nebula. Voilà, ça nous permet de voir qu'il est prêt à tout, qu'il est prêt à tuer sa propre fille, puisque c'est la sœur adoptive de Gamora, que rien ne l'arrêtera. Et non, finalement, ils choisissent, alors c'est un petit peu prévisible par rapport à la fin de Ragnarok, mais ils choisissent de tuer Loki et Heimdall, froidement. C'est sec, mais au moins ça a le mérite de montrer l'étendue des pouvoirs de Thanos et à quel point il n'est pas là pour blaguer dès le début du film. Il enchaîne en cassant la tête de Hulk, mais vraiment comme jamais. Il lui laisse aucune chance. Ce qui donne d'ailleurs toute cette espèce de développement qu'il y a autour du Hulk dans le reste du film, à savoir que maintenant il subit sa première défaite, il se fait vraiment éclater et il a plus envie de se montrer. Maintenant, il a subi sa première défaite, c'est quelque chose qu'il connaissait pas. Et Banner, débrouille-toi, hein, maintenant c'est sans moi. Donc bon, j'ai pas trouvé ça excellent dans la mesure où j'aurais vraiment voulu voir Hulk dans ce film, mais au moins ça nous a permis d'avoir une facette du personnage et de la dualité qu'il peut y avoir entre Banner et Hulk plutôt intéressante, donc on prend. Bizarre toutefois qu'ils aient pas... qu'ils nous aient mis des images de Hulk dans le trailer alors qu'il est pas là. Bon. Il y a pas mal de plans qui ont été coupés du trailer, je vous le disais. Bon, c'était évident que quand Thor brandit son bras dans les airs, c'était évident qu'il manquait quelque chose dans sa main. Plan qui a été coupé du film. Quand Thanos se retrouve en face à face avec Captain America, c'était évident qu'il manquait des pierres sur son gant. Mais voilà, je m'attendais pas non plus à ce qu'il y ait des plans complètement coupés comme Hulk qui court avec les Avengers dans la savane, je crois qu'il y en a un ou deux autres. Il y a ce plan où il y a Scarlett Johansson, Black Widow qui regarde dans le ciel avec War Machine et Bruce Banner, celui-là il a disparu. Il y a pas mal de plans qui ont disparu du montage final, donc je pense qu'on va avoir peut-être une director's cut vraiment assez importante à venir. Dans ma vidéo, sans spoiler, je vous disais que j'avais une théorie qui s'était révélée vraie à 25%. En fait, c'était plutôt à 20%. Alors, je vous explique. J'avais une théorie un petit peu folle qui consistait à dire qu'en fait, les méchants qui avaient été vaincus par les pierres d'infinité dans les précédents films pouvaient potentiellement revenir. Je m'explique. Dans Captain America First Avenger, Red Skull est vaincu par le Tesseract. C'est le Tesseract qui, en gros, le dissout vers l'espace comme ça. Dans Thor 2, Le Monde des Ténèbres, on avait Malekith qui était
pareil, complètement détruit par les terres. Dans Les Gardiens de la Galaxie, Ronan the Accuser était pareil, complètement détruit par l'orbe. Ultron avait été détruit par la pierre de l'esprit, donc qui vient du sceptre de Loki, qui était dans le front de Vision. C'est ce qui cause sa perte. Et également, on avait dans Doctor Strange, Dormammu qui était vaincu par la pierre du temps, puisque Stephen Strange créait une sorte de time loop dans la... Comment on appelle ça j'ai oublié le terme. En gros, c'est la dimension noire ou quelque chose comme ça dans laquelle se trouve Dormammu. Et je me suis dit, bah, en fait, tous ces personnages ont été vaincus par les pierres. Peut-être que quelque part, elles ont été absorbées par le pouvoir de la pierre, et peut-être que Thanos pourrait les invoquer en les rassemblant. C'était un petit peu fou, c'était pas évident, et c'était vite grillé que non, en termes de casting, c'était pas gérable. Ça aurait été un petit peu bizarre de faire revenir Hugo Weaving, James Spader, qui avait encore... en gros, tous les personnages tous les acteurs qui incarnaient ces personnages-là. Mais ils l'ont fait quand même à 20%, puisqu'ils ont ramené Red Skull. En fait, c'est lui qui est le gardien de la pierre de l'âme. Alors, c'est un petit peu étrange. Au début, quand on voit cette espèce de silhouette qui arrive, on se dit, est-ce que vraiment ils ont osé nous faire la mort à l'écran? Et en fait, non, c'est Red Skull qui est, en gros, c'est un petit peu sa damnation. Il a été condamné à protéger la pierre de l'esprit, c'est ce que moi je comprends du moins. Et le fait de le revoir, c'était quand même une plutôt bonne surprise. Alors ça sort un petit peu de nulle part comme ça, mais voilà, ça nous introduit une scène déchirante où Thanos va donc sacrifier Gamora pour avoir la pierre de l'âme, une âme contre une autre. Donc ouais, c'est plutôt intéressant, d'autant que la façon dont Thanos récupère la pierre de l'âme juste derrière, c'est libre d'interprétation. Certains vont y voir une certaine relation qui se développe avec la mort. Je suis pas certain, mais voilà. Moi, je pensais que peut-être Hela, qu'on voit dans Thor Ragnarok, allait jouer le rôle de la mort en tant que déesse de la mort. Je pensais que peut-être elle allait remplacer la mort dans Infinity War. C'est encore ouvert, c'est faisable, c'est peu crédible. Enfin, du moins, c'est peu probable, mais les paris sont ouverts, c'est pas impossible non plus. Alors là, on va passer à l'écriture et à la réalisation, et je vais profiter du retard que j'ai en sortant cette critique pour peut-être répondre à certaines autres critiques que j'ai pu lire, voir, entendre, notamment en termes d'écriture. L'un des principaux reproches qui est fait à Infinity War, c'est d'avoir des personnages qui sont peu développés. Mais je suis pas certain que ce soit le rôle du film. Si on retire les 3 Avengers, on a 16 films pour développer les personnages principaux, pour avoir des films solo, etc. Et les gens qui nous disent, les personnages du film, voilà, ils ont des arcs narratifs qui n'avancent pas, etc. Mais j'ai envie de dire que c'est pas du tout le rôle d'Infinity War que de faire avancer l'arc narratif de chacun des personnages. Au contraire, l'objectif c'est de les retrouver tous ensemble et de voir la dynamique qui va se créer entre ces personnages. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que les frères Russo s'en sont jamais cachés. C'est Thanos le personnage principal du film. Alors évidemment, ils n'allaient pas appeler ce film Thanos Infinity War. On peut pas mettre 25 Avengers à l'écran et appeler ça Thanos Infinity War. Mais c'est Thanos le personnage principal. Depuis le début, c'est vendu comme ça. Donc, faut pas être étonné de voir que l'un des seuls personnages à évoluer, c'est Thanos. Je dirais avec Gamora et Thor. Thor parce qu'il a plus rien à perdre et qu'il devient peut-être le personnage le plus puissant du film. Parce qu'à la fin, il met quand même une sacrée branlée à Thanos. Et Gamora, parce que voilà, sa relation avec Thanos est intéressante, parce qu'elle va être sacrifiée, parce qu'elle va complètement s'abandonner à Star-Lord en espérant qu'il puisse la sauver, mais voilà, Thanos est trop fort. Donc non, je pense que c'est une erreur que de dire que les Russo n'ont pas bien développé les personnages. C'est pas le but du film. Beaucoup de gens ont également reproché au film de ne pas avoir de personnalité dans sa mise en scène, que la mise en scène soit absolument banale, etc. Mais là encore, je crois pas que ce soit le propos. Je comprends qu'on fasse ce reproche aux films solo. Effectivement, quand on a l'impression d'avoir des films solo qui ont tous la même réalisation, d'avoir les mêmes jeux de couleurs, d'avoir la même façon de mettre en scène l'action, etc. Ça, je peux entendre cette critique. Mais dans un film avec 30 personnages, non, pas du tout. Là, le but, c'est pas d'avoir une façon de réaliser... voilà, on demande pas aux frères Russo de se transformer en Scorsese ou en Shyamalan. Hein. Là, le but, c'est de l'exploit qu'ils réussissent à faire, c'est de mettre 30 personnages à l'écran. C'est déjà un exploit en soi. Si c'était aussi facile, je pense que tous les concurrents
arrivera à le faire. Et là, les concurrents, ils sont très très loin. La Warner est dans le rétroviseur, je vous le dis. Parce que c'est leur principal concurrent. Ils ont déjà du mal à mettre 5 ou 6 personnages devant une caméra. Là, ils arrivent à en mettre 30 et c'est plutôt harmonieux. Et c'est ça le terme qu'il faut retenir, c'est harmonie. Il faut réussir à mettre tous ces personnages à l'écran et que ça soit harmonieux. Évidemment que si d'un seul coup ils se mettent à avoir une réalisation hyper particulière, à se prendre pour des auteurs, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais on ne peut pas attendre ça d'un film comme Infinity War. Et je trouve qu'il arrive quand même à être assez sombre. Et je trouve que là où ils sont très forts, c'est qu'ils arrivent, même s'ils ne créent pas une façon de mettre les choses en scène fabuleuse, ils arrivent quand même à respecter l'ambiance de chacun des films. Quand on arrive, quand on voit les Gardiens de la Galaxie pour la première fois, enfin en vérité avant même de les voir, on sait qu'on est chez les Gardiens de la Galaxie. Dans ce film je parle. On les a même pas encore vus, qu'on sait déjà qu'on est là. On est dans l'espace, c'est marqué espace, on a une musique des années 80. Alors dit comme ça peut paraître simple, mais à la première note, on a compris où est-ce qu'il nous emmène. Lorsque Tony Stark et Stephen Strange échangent, ça fuse, on sent l'éloquence des deux personnages tout de suite, on serait pas étonné de voir Jon Favreau à l'écriture. Et c'est pas anodin ce que je vous dis, parce que comme je vous le disais dans la critique, sans spoiler, Jon Favreau et James Gunn ont été impliqués dans la production de ce film en tant que producteur délégué. Donc je sais pas à quel point est-ce qu'ils ont été impliqués, mais en tout cas, on sent qu'on y est, quoi. Quand Captain America arrive, premier plan, ça y est, on est en Europe, le plan est plus sombre, on retrouve un petit peu justement l'ambiance plus, la patte plus des frères Russo, très gris, très sombre, qu'on pouvait avoir dans les premiers films. Donc je trouve qu'on leur fait un procès un petit peu compliqué. Ils ont réussi un exploit qui n'est pas évident d'avoir un film qui se tient avec autant de personnages à l'écran en ayant chacun leur petite minute de gloire, leur petite vanne, leur petite scène d'action, qu'elles soient en trop ou pas. Faut quand même le faire. Ne serait-ce que gérer un casting qui vaut des milliards comme celui-là, faut quand même le faire. Donc finalement, on retrouve des ambiances qu'on avait l'habitude de voir. Quand Peter Parker apparaît pour la première fois, bah voilà, on retrouve tout de suite l'ambiance teenage movie, il est avec Ned, ça envoie une vanne, il s'éclipse, il arrive dans la scène et ça passe, c'est fluide, vraiment, j'ai du mal à comprendre ce qu'on reproche au film. D'autant que, techniquement, il est quand même plus beau que Civil War, par exemple, qui était le dernier gros blockbuster des Russo. Il y a moins de fond vert dégueulasse, l'action est plutôt lisible. Pareil, j'ai du mal à comprendre les gens qui reprochent à l'action d'être illisible. Je trouve que quand on a autant d'éléments et de jouets à mettre à l'écran, je trouve qu'on comprend tout à fait ce qui se passe. Pour l'avoir revu en 2D récemment, c'est très lisible, c'est tout à fait lisible. Alors attention à la 3D qui fausse un petit peu la donne, ça marche. Vous les aviez vus ? Est-ce que vous les avez vus au moins les deux figurines que j'avais mis là-haut pendant la critique sans spoiler. Bah oui, on va s'attaquer un petit peu aux conséquences de ce film et à sa fin. Bah, l'une des premières conséquences très tôt dans le film, c'est la disparition de Loki. Alors c'est l'un des personnages qu'on pouvait espérer ou pas avoir disparaître, mais en termes d'impact, c'était important qu'il commence à y avoir de la casse. Et Gamora, qui est salement sacrifiée par Thanos, mais non pas sans émotion. Donc oui, ça y est, on commence enfin à avoir de réels enjeux, de réelles conséquences dans ce film. On va revenir sur la fin, qui est un petit peu plus particulière, mais ça y est, on a compris, Thanos n'est pas là pour rigoler, et il va au bout des choses. Alors la fin du film se divise en deux grandes scènes de combat. On a d'une part la scène qui se passe sur Titan, donc la planète d'origine de Thanos, qui est depuis complètement ravagée, et d'autre part, une énorme scène de bataille, on peut le dire comme ça, à la Seigneur des Anneaux, sans être aussi épique, mais du moins quand même très imposante. Donc sur Titan, on a en gros les Gardiens de la Galaxie plus Stephen Strange, Peter Parker et Tony Stark. Et d'autre part, on a toute l'équipe Captain America, tout le Wakanda, Wanda, Vision, Hulk et Thor qui arrive en Deus Ex Machina ultime au milieu de la bataille. Donc il y a de la casse parce que après avoir cru sauver du moins la partie en détruisant la pierre sur le front de Vision dans une scène assez déchirante pour Wanda, Thanos tout simplement qui vient de récupérer la pierre du temps revient en arrière, récupère la pierre, il arrive à obtenir toutes les pièces, il se fait éclater par Thor, mais il arrive quand même à faire son fameux snap. Et là c'est terminé. Là on comprend plus rien. Là on se dit qu'est-ce qui se passe ? On commence à voir tous les personnages disparaître comme ça. Du moins
un personnage sur deux environ, voire plus sur Titan, voilà, qui s'envole un petit peu comme de la poussière. Et là on se dit ouais, ok, ça y est, ils l'ont fait. Thanos l'a fait. Il y a 6 ans, il nous disait attention, Thanos, il veut les pierres de l'infini. Il a mis le temps qu'il a mis à les récupérer. Bon, la plupart dans ce film, je le reconnais. Il l'a fait. Et Marvel a eu les couilles de le faire. Pardonnez-moi l'expression, mais vraiment, ils l'ont fait. Alors, je suis conscient que c'est un non-événement. Je suis conscient que les ficelles sont extrêmement visibles et qu'on voit vers où ils veulent nous emmener. Parce qu'on n'est pas stupide, on sait quels sont les films qui arrivent. Peut-être les 2 personnages les plus importants à disparaître sont Black Panther et Spider-Man, qui sont les 2 prochains à avoir des films solo, avec Doctor Strange également. Mais toutefois, il fallait le faire. Je veux dire, c'est pas parce que ça n'a pas de conséquences à long terme, parce qu'il faut pas oublier qu'on adapte des comics, donc forcément, rien n'est jamais définitif. Mais il fallait quand même le faire. Visuellement, c'est prenant. Les gens sont pas forcément... le grand public, faut pas les insulter non plus. Ils ont le droit d'être... Enfin, je veux dire, dans ma salle, les gens étaient soufflés. Les gens étaient vraiment soufflés. C'est pas parce que les personnages sont amenés à revenir très bientôt que tout le monde est au courant. Évidemment, nous, les geeks, on est les premiers à être sur les grosses théories. D'ailleurs, qu'il n'y en a pas tant que ça qui se sont réalisés pendant ce film-là, mais on est les premiers à, voilà, à essayer de comprendre par rapport à l'adaptation, par rapport aux comics, qu'est-ce qui se passe. Mais la plupart des gens, ils se laissent emporter et ils sont soufflés à la fin du film. Et les gens ne savent pas vers où on va. Et même nous, on peut théoriser, mais on ne sait pas vers où on va. Donc c'est fort quand même visuellement de faire... Visuellement d'une part, et je sais pas, je trouve que c'est symbolique de montrer que, bah, voilà, on peut le faire. On peut le faire. C'est pas... Ça aura jamais l'impact émotionnel que pouvaient avoir les meilleurs films des années 2000, hein, que ce soit la trilogie Spider-Man, que ce soit... je sais pas, la relation entre Xavier et Magneto, que ce soit les Dark Knight de Nolan, mais quand même, fallait le faire. Si c'était aussi facile, encore une fois, je pense que les autres studios se priveraient pas pour le faire. Mais les autres studios, jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi à mettre 20, 25 ou 30 personnages sur un écran. Je vous le dis déjà, quand ils essaient d'en mettre 4 ou 5, c'est une catastrophe. Je suis pas anti-DC, je suis pas anti-Warner, mais il faut se rendre à l'évidence. Donc ça marche, selon moi ça marche. Ça marche, et en plus, il n'y a pas vraiment de retournement de veste comme il pouvait y avoir dans BVS par exemple, où dès la scène de fin, on sait que Superman va revenir. Là, il nous laisse, dans l'attente. Heureusement, on n'a que 1 an à attendre, parce que vraiment, j'attends pas 3 ans après avoir vu un truc pareil. Mais voilà, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est l'une des premières fois où on voit un film Marvel et on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? On a des pistes, mais qu'est-ce qui va se passer? Je le rappelle, hein, pour ceux qui se posent la question, j'ai rien contre BVS. Hein. J'avais vraiment détesté la version cinéma, vraiment, j'étais sorti de moi-même pendant le film et je m'étais dit mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, alors que la Director's Cut que j'ai pu voir et revoir sur le Blu-ray est vraiment très bonne. Hein. Il y a un gap monstrueux entre la version cinéma et la version qu'on peut avoir sur le Blu-ray, mais bon. Après hein, les choix que peuvent faire les studios pour essayer de mettre le plus de séances dans une journée, voilà. Je vous laisse à vos logiques commerciales, mais nous on s'intéresse au côté un petit peu plus artistique du film. Et là, Avengers, je me dis qu'ils en ont encore sous le pied parce qu'a priori il y avait pas mal de scènes de couper, donc ça se tient quand même. J'ai hâte de voir les scènes qu'on peut être coupées. Par contre, je dois reconnaître un truc qui est pour le coup un vrai défaut au film, c'est que à la base on avait Infinity War Part 1 et Infinity War Part 2. Part 1 et Part 2, pardon, je fais des anglicismes là où il faut pas. Entre temps, ils avaient dit non, c'est Infinity War et le prochain aura un autre film. Je pense que c'était pour nous hyper avant même la sortie d'Infinity War sur le prochain. Et donc le premier Infinity War devait se tenir en lui-même. Et pas du tout en fait, là on a besoin d'avoir une partie 2 là, qu'est-ce qui se passe? On s'arrête sur un gros cliffhanger et le film est censé se tenir en lui-même? Non, là c'est faux. Là par contre c'est une mauvaise communication de la part de Disney et de la part des Russo parce que non, le film il se tient pas en lui-même, le film il fait partie d'un tout. Il y a une partie 1 et il y a une partie 2, et c'est dommage d'avoir essayé de nous dire que le film se tiendrait en lui-même. Moi je trouve que c'est pas plus mal, hein, parce qu'au final on est sur les fesses à la fin du film et on a envie de voir la suite. Mais par contre non, ne mentez pas. On arrive donc à la scène post-générique, qui est plutôt sympa parce que je trouve qu'on revient un petit peu plus aux scènes post-génériques qu'on pouvait avoir au début, phase 1, début de phase 2, qui nous annonçaient vraiment la suite. Doctor Strange aussi annonçait vraiment la suite, mais là, on a vraiment une scène post-générique qui veut dire quelque chose, qui est connectée au film. On retrouve en fait Nick Fury et
Maria Hill, qui sont en ville, probablement à New York ou à Washington, qui subissent un accident de voiture, qui vont pour voir comment va la personne avec qui ils ont eu un accident, et la personne a disparu de la voiture. Et là, on commence à voir un hélicoptère qui se crache sur un building, les gens qui disparaissent dans la rue, et on comprend que oui, c'est pas seulement sur Titan et au Wakanda, les gens dans l'univers tout entier disparaissent. Et voilà, Maria Hill disparaît à son tour, Nick Fury commence à se désintégrer, il a à peine le temps de lancer un appel sur une sorte de tam-tam, une sorte de beeper des années 90, qui nous amène à comprendre pourquoi est-ce qu'il utilise un objet des années 90 pour appeler quelqu'un dont le film arrive, qui se passe dans les années 90. Il se désintègre, le beeper tombe par terre, et là on voit le logo de Captain Marvel qui apparaît sur le beeper. Calling, l'appel s'en va et le logo de Captain Marvel arrive. La scène n'a rien d'exceptionnel, mais elle a le mérite d'être connectée au film, elle a le mérite de bien nous annoncer la suite. Je la trouve un poil grossière parce que je trouve que c'est un petit peu trop de nous mettre un écran et des couleurs sur un beeper pour nous montrer le logo de Captain Marvel comme si on était trop stupide pour comprendre. Je trouve que ça aurait été plus intéressant de mettre Carol Danvers. Ceux qui avaient la référence auraient tout de suite compris de qui il s'agit, ceux qui n'avaient pas la référence auraient cherché de qui il s'agit. D'habitude on est un petit peu plus subtil que ça je trouve dans les scènes post-génériques, mais au moins ça a le mérite d'annoncer la suite de façon plutôt cohérente. J'ai bien aimé cette scène post-générique. A noter qu'elle se trouve à la toute fin du film, donc on n'a pas de scène post-générique un petit peu intermédiaire entre le premier générique qui d'habitude est plutôt animé et là est tout noir. Vraiment, générique tout noir. L'ambiance, elle n'est pas la rigolade à la fin du film, donc clairement on s'arrête sur quelque chose de plutôt dur. Générique tout noir, même le logo d'Avengers Infinity War il disparaît en poussière de la même façon que les personnages. Et à la fin de cette pause générique, on n'a pas le droit à l'habituel les Avengers reviendront, ou The Avengers will return. Là, c'est Thanos will return. Et si avec ça, on comprend pas que le film il est sur Thanos, je sais pas quoi faire pour vous, les gars, parce que, enfin, à un moment, je veux bien entendre que les personnages ne sont pas développés, mais à un moment, le message il est là. Hein. Si vous n'avez pas compris que le film il est sur Thanos, ils vous l'écrivent à la fin du film. Donc, parlons donc un petit peu de ce qui va se passer par la suite et des personnages qui sont absents. Ant-Man et The Wasp étaient absents de la promotion. Hawkeye également. C'est justifié dans le film en une phrase. Ils sont sous. Alors je crois que Ant-Man doit être sous protection judiciaire. Enfin, sous. Ouais, c'est protection judiciaire le terme, c'est comme ça qu'on dit. Sous contrôle judiciaire. Et en gros, Hawkeye, Clint Barton, en gros, il protège sa famille, quoi. Suite aux événements de Age of Ultron et de Civil War, il a décidé de protéger sa famille. Donc Ant-Man, on sait que ça arrive très bientôt. On a eu d'ailleurs très récemment le nouveau trailer. Donc on sait qu'on va découvrir un petit peu tout ce qui est univers quantique, les champs quantiques, la possibilité peut-être de voyager dans le temps et l'espace grâce à Ant-Man. Donc moi je vous le cache pas, hein, j'étais pas hyper hypé par Ant-Man and the Wasp. Le nouveau trailer a eu le mérite de relancer un petit peu mes attentes par rapport au film, d'autant que c'est... voilà, on n'a plus que ça à se mettre sous la dent en 2018 au niveau du MCU. Donc j'ai trouvé un petit peu plus dynamique, je trouve qu'il ouvre des portes, voilà, on comprend qu'ils vont retourner dans l'univers subatomique, donc je pense que clairement ça va être l'un des éléments les plus importants pour la suite des Avengers. En ce qui concerne Hawkeye, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'on a eu des photos de tournage qui nous montraient ce bon Jeremy Renner dans une toute nouvelle tenue, une tenue qui rappelle fortement, si ce n'est qui était exactement la même, du moins de ce qu'on en voyait, que le personnage qui s'appelle Ronin, qui est un personnage qui avait été créé par Brian Michael Bendis et dessiné par Joe Quesada. Je crois qu'on le voit pour la première fois dans House of M, que vous avez là, et dans Civil War, la suite de House of M. C'est un personnage, c'est une sorte de... Alors esthétiquement, ça se rapproche beaucoup plus à ce qu'on pourrait avoir, un Ronin en fait, hein. C'est une sorte de ninja avec... c'est l'un des meilleurs archers du monde, donc ça colle extrêmement bien avec le personnage de Clint Barton. Il se bat avec toutes sortes de choses, des épées, des dagues, des nunchakus, des shurikens, donc on a vraiment un mélange de deux styles. Je crois que Clint Barton, c'était la seconde incarnation du personnage. Et là, en fait, pour moi, c'est plutôt clair. Je pense que suite au snap de Thanos, Clint Barton va tout simplement perdre toute sa famille. Et le mec va revenir énervé comme jamais dans Infinity War, Part 2.
et que c'est là qu'il va être développé, c'est là qu'il va apparaître. On a vu Jeremy Renner avec une nouvelle coupe, une nouvelle tenue sur les photos de tournage. On sait qu'il s'est cassé les 2 bras sur le tournage. Je pense pas qu'il l'ait coupé au montage du premier film, hein. Je pense que c'est vraiment pour la suite. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est un petit peu dommage qu'ils aient été que Paul Rudd et Jeremy Renner aient été annoncés au casting d'Infinity War pendant le Super Bowl, parce qu'au final ils sont pas dedans. Mais ils seront importants pour la suite, ça c'est sûr. D'autant que les fans ont énormément d'attentes. Et notamment Jeremy Renner, les fans lui offrent un hommage plutôt sympa sur les réseaux sociaux, donc j'ai hâte de voir la suite. La prochaine grosse échéance, et peut-être la plus importante, c'est Captain Marvel, qui va arriver début d'année prochaine, si je dis pas de bêtises, un petit peu comme Black Panther cette année et ensuite Infinity War. Ça va nous permettre d'explorer un petit peu plus l'univers cosmique, j'imagine, puisque Carol Danvers est une pilote de l'armée de l'air, et si je dis pas de bêtises, elle est formée par le fameux Marvel, en 2 mots, hein, qui je crois va être interprété par Jude Law, si je dis pas de bêtises. Donc ça va être l'occasion de retrouver des personnages qu'on n'a pas vus depuis un moment. Nick Fury, on l'a pas tellement vu. Phil Coulson, on l'a plus vu depuis le premier Avengers. Si vous regardez Agents of S.H.I.E.L.D., vous l'avez revu, mais c'est quand même pas le même niveau. On va revoir également Ronan l'accusateur. Son bras droit, je crois que c'est Korat, le poursuivant. Donc voilà des personnages qu'on a vus dans les Gardiens de la Galaxie, qu'on a vus dans Avengers. Ça va se passer dans les années 90. Ça va être, je pense, l'un des tournants du Marvel Cinematic Universe, parce que c'est vraiment je pense, le dernier personnage arrivé de la nouvelle génération. J'espère toutefois qu'ils vont pas s'arrêter à Captain Marvel, parce que moi je veux Nova, je vous le dis, je veux Nova à l'écran. Parmi les personnages qui n'ont pas encore été adaptés, c'est indispensable d'adapter Nova. Là je pense que dans la partie 2, on va perdre quand même pas mal des personnages principaux des premiers films. Captain America et Iron Man en tête de liste. Vraiment, je pense qu'il faut adapter Nova. Alors lequel, peu m'importe, hein, Alex Rider, qui vous voulez. Je pensais très sincèrement, à tort, que Sylvester Stallone, dans Les Gardiens de la Galaxie 2, allait jouer un ancien Nova devenu complètement dépressif, etc. Mais là, comme on sait que Xandar a été détruit par Thanos, enfin du moins complètement rasé, on va dire plutôt, j'espère qu'ils vont un petit peu revenir sur Xandar. Ça va être normalement l'adaptation pour la première fois également des Skrulls à l'écran. Donc est-ce que ça peut nous ouvrir des voies pour adapter Secret Invasion dans la phase 4 ? Moi je pense que c'est une bonne idée, parce que l'un des enjeux de la phase 4, ça va quand même être de trouver un ennemi en fait. Enfin, après Thanos, à part Galactus, ça va être chaud de trouver plus balèze quand même. Donc du coup, je pense que la meilleure solution, c'est de faire... alors mieux que Civil War, mais en gros, c'est de faire en sorte que les personnages principaux soient leurs propres ennemis, entre guillemets. D'utiliser ce qu'on a déjà en main pour développer, donc adapter un Secret Invasion, un Original Sin, un Secret Wars, ce que vous voulez, hein. Je pense que la phase 4 va peut-être nous ouvrir le multivers, donc autant l'utiliser. Allez, je vais passer un petit peu hors champ afin de développer la suite du MCU et voir un petit peu quelles sont les théories, qu'est-ce qu'on peut attendre de la suite, qu'est-ce qu'on doit attendre, qu'est-ce qu'on doit envisager pour la suite. La théorie principale, elle repose sur le fait qu'à la fin du film, il reste factuellement que les héros du début. Donc quand je dis héros du début, je parle des premiers Avengers. Donc Iron Man, Thor, Captain America, Black Widow, War Machine, Hawkeye qui est dans son coin, plus Hulk, enfin Bruce Banner du coup qui est là en tant que Bruce Banner, plus Rocket et Nebula. Je crois que c'est à peu près tout ce qui nous reste. On a peu de chance de voir les Secret Warriors arriver, je pense pas qu'ils seront adaptés, ou les Defenders non plus, je pense pas qu'ils seront adaptés au grand écran. Je suis pas certain d'en avoir envie non plus, non pas que ce soit pas des personnages intéressants, mais vu le traitement qu'on a pu avoir sur Iron Fist par exemple, c'est ni le même ton, ni la même ambiance, ni le même niveau d'acting et d'écriture tout simplement. J'aurais pas craché du tout sur un caméo de Daredevil ou du Punisher, mais je pense que ça sera malheureusement pas le cas, ou en tout cas ça sera très subtil, ça sera pas frontal. Donc pour moi la seule solution qui nous reste, c'est le voyage entre le temps et l'espace. Sans l'œil d'Agamotto pour jouer avec le temps, ça va être compliqué, on va pas trop pouvoir faire le taxi dans le temps et l'espace, donc il va falloir utiliser
le champ quantique, l'univers subatomique qui est développé dans Ant-Man and the Wasp. Et donc on va certainement revenir aux événements de New York, ce qu'on peut déduire avec les différentes photos de tournage qu'on a pu avoir déjà. Donc on ne savait pas si c'était pour la partie 1 ou la partie 2, ben maintenant c'est plutôt clair. On risque de revenir aux événements de New York, et peut-être même à d'autres événements, je sais pas, que ce soit lié à Age of Ultron, que ce soit lié au Ragnarok, que ce soit lié à Civil War, je sais pas trop. D'une part pour boucler la boucle, et peut-être pour faire un dernier au revoir à des héros qu'on risque de perdre, parce que bon, vu qu'ils n'ont pas disparu dans la partie 1, je pense vraiment qu'on va dire au revoir à Tony Stark et à Steve Rogers dans la partie 2. Ça sera sûrement épique, ça sera sûrement déchirant, mais voilà, il y a des personnages dont il faut se débarrasser, que ce soit scénaristiquement, c'est logique, contractuellement, c'est logique, c'est des gens qui se consacrent au MCU depuis 10 ans, c'est des gens qui coûtent très très cher à Disney, et il y a une nouvelle génération qui attend derrière, donc il y a des chances que... En fait, globalement, je pense que les personnages qui disparaissent à la fin d'Infinity War Part 1 seront ceux qui vont survivre à la fin de la Part 2, et inversement. En fait, voilà, et je pense qu'ils nous ont gardé que les personnages de la première génération pour leur faire un dernier au revoir, pour qu'ils aient leur dernier baroud d'honneur dans la partie 2, dans laquelle on va sûrement beaucoup voyager entre le temps et l'espace, dans laquelle on va peut-être ouvrir le multivers, peut-être l'occasion d'introduire l'univers Ultimate, je sais pas, peut-être l'occasion d'avoir une première adaptation de Miles Morales à l'écran, puisqu'il est ouvertement évoqué dans Spider-Man Homecoming, avec le personnage qui est interprété par Donald Glover, qui joue son oncle en fait, je me souviens plus de son nom pour être tout à fait franc. Et puis voilà, l'occasion de ramener les Avengers peut-être de diverses générations, de diverses dimensions, pour un ultime combat contre Thanos. On aurait certainement enfin un superbe plan d'équipe avec tout le monde. Donc je sais pas, un plan séquence, que ce soit en ligne à la Civil War ou un plan circulaire à la Avengers premier du nom. Et qu'on ait enfin le droit à notre tant attendu Avengers. Parce que c'est tout bête, hein, mais ça faisait partie des choses qu'on n'a pas eu dans la partie 1, que j'ai attendu pendant tout le film. Et voilà, je me dis qu'au final c'est logique, il faut en garder sous le pied pour la partie 2, il faut que l'ultime climax de ces 10 ans soit dans la partie 2 et nous serve à vaincre Thanos de façon définitive. Donc voilà, vaincre Thanos, soit en réunissant des pierres venant d'autres dimensions, pour ma part je trouve ça un petit peu facile, soit en réussissant d'une façon ou d'une autre à le vaincre, soit par la force du nombre, soit en étant plus malin que lui. Il a l'air de toute façon de diminuer à la fin du film. Mais voilà, et on peut imaginer un éventuel, soit une destruction des pierres à la fin de la partie 2, soit un éventuel partage des pierres entre les Illuminati, par exemple. Les Illuminati, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas un groupe de reptiliens qui dirigent le monde. Hein. C'est en fait les personnages les plus... Enfin, qui se considèrent du moins comme les plus puissants et les responsables de l'univers dans Marvel, dans les comics Marvel. Donc, qui sont composés de Tony Stark qui représente les Avengers, Namor qui représente l'Atlantis, Black Bolt qui représente les Inhumains, Charles Xavier qui représente les X-Men, enfin les mutants de manière générale. On a Doctor Strange qui représente les magiciens, et le tout accueilli par T'Challa ou Wakanda pour qu'ils puissent faire leur petite réunion au calme. Donc on peut imaginer que les pierres soient réparties entre plusieurs personnages puissants. Donc là on est un petit peu bloqué par le fait qu'on a ni Namor, ni Black Bolt, ni Charles Xavier. Il y a Reed Richards aussi, je crois, dans les Illuminati, si je dis pas de bêtises, le leader des 4 Fantastiques. Et accessoirement l'un des personnages les plus intelligents de l'univers Marvel. Donc voilà, je pense qu'on se redirige vers un retour dans le temps, je pense que ça ouvre énormément de portes, mais que pour l'instant on n'a pas énormément de clés pour les ouvrir. Donc à voir. J'espère quand même une ouverture du multivers, tout comme j'espère peut-être un retour à quelque chose de plus terre à terre, parce que comme je vous le disais, moi je pense que la meilleure façon de continuer, c'est peut-être de ne pas nous introduire
un ennemi toujours plus puissant, toujours plus voilà, bigger, badder, stronger, mais peut-être voilà, de continuer à trouver des problèmes de l'intérieur, donc soit de nous adapter Secret Invasion avec les Skrulls, soit de nous faire du Original Sin parce qu'on a déjà vu les Watchers, soit de nous faire une vraie Civil War. Ça serait bizarre de refaire du Civil War, mais maintenant qu'on a Captain Marvel, peut-être qu'avec Iron Man, il y a moyen de faire Civil War 2, je sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des pistes à explorer. Et je vous propose de finir avec une théorie perso, qui est peut-être un petit peu tirée par les cheveux, mais que je suis obligé de développer. Selon moi, il est impossible de finir la guerre de l'infini sans ramener Adam Warlock dans Infinity War Part 2. C'est inconcevable selon moi de ne pas mettre Adam Warlock dans Infinity War pour ensuite le mettre dans Guardians of the Galaxy Volume 3. Pour ceux qui ne connaissent pas, Adam Warlock, c'est un personnage cosmique assez complexe et assez torturé, qui se trouve être l'un des plus grands ennemis de Thanos. Dans les comics, l'âme d'Adam Warlock réside en fait dans la pierre de l'âme, dans la gemme de l'âme, celle que Thanos obtient en sacrifiant Gamora. Une âme contre une autre. Et en fait, dans les comics, son âme réside dans la pierre, et lorsque Thanos réunit toutes les pierres sur le gant de l'infini, l'âme d'Adam Warlock se déplace dans le corps d'un cadavre fraîchement décédé pour s'en emparer et pour devenir l'un des personnages les plus puissants. C'est une entité cosmique. Les Gardiens de la Galaxie Volume 2 nous ont introduit le personnage d'Adam Warlock, mais alors comment faire pour le ramener ? Parce que je le rappelle, selon moi, il est inconcevable et il serait même déplacé de ramener Adam Warlock après Thanos. On ramène pas Batman après le Joker, ça n'a pas de sens. J'exagère volontairement pour vous faire comprendre à quel point c'est un personnage qui est important dans l'arc Infinity War à la base. Enfin, du moins dans l'arc Infinity Gauntlet de l'époque. On peut imaginer quelque chose qui tient, selon moi, à peu près la route. On sait que le peuple souverain, que l'on découvre dans les Gardiens de la Galaxie Volume 2, se considère comme un peuple extrêmement supérieur et extrêmement... du moins, selon eux, leur vie est extrêmement précieuse à tel point qu'ils n'engagent jamais leur propre sécurité, quel qu'en soit le prix. Lorsqu'ils partent à la chasse, lorsqu'ils prennent en chasse les Gardiens de la Galaxie, parce que Rocket leur a volé ces fameuses batteries, donc c'est une sorte de combustible qu'ils utilisent sur leur planète, ils engagent même pas leur propre sécurité parce qu'ils sont dans une espèce de salle d'arcade où ils pilotent des vaisseaux pour aller prendre en chasse les Gardiens de la Galaxie, mais surtout ne jamais se mettre en danger parce que la vie du peuple souverain est extrêmement précieuse, parce que ce sont les êtres les plus supérieurs, etc., etc. C'est eux qui le disent. À la fin du film, Ayesha, particulièrement contrariée par l'humiliation que lui a fait subir les Gardiens de la Galaxie, se retrouve donc devant le cocon d'Adam Warlock et en évoquant un chef-d'œuvre. Alors selon elle, c'est le plus grand, son plus grand chef-d'œuvre qu'elle devrait ramener dans les Gardiens de la Galaxie Volume 3. Mais alors comment faire pour l'impliquer dans Infinity War ? Je pense que concrètement, ses priorités vont changer lorsqu'elle va voir la moitié de son peuple si précieux disparaître après le snap de Thanos. Puisque je pense que son snap va s'appliquer à l'intégralité de l'univers, puisqu'il a l'air d'être plutôt accompli à la fin de son film. Donc je pense que ses priorités vont un petit peu changer et que avoir la peau des Gardiens de la Galaxie, ça sera peut-être plus le mot d'ordre lorsqu'elle aura vu la moitié de son peuple si précieux disparaître. On peut imaginer Rocket venir implorer son pardon, elle qui aura perdu la moitié de son peuple, lui qui aura perdu toute son équipe, toute sa famille. On peut l'imaginer, entre guillemets, s'associer à Ayesha pour libérer Adam Warlock et le ramener sur Terre pour vaincre Thanos. C'est la seule issue que je vois, c'est la plus crédible. Je pense qu'en fait, il faut jouer sur le côté un petit peu supérieur et un petit peu le complexe de supériorité des souverains. Je pense que c'est la seule façon de ramener Adam Warlock, parce que tout le reste, c'est plutôt inenvisageable. Pour vous dire à quel point Adam Warlock est un personnage important dans les comics, c'est l'une des rares personnes qui a porté le gant de l'infini et qui a mis une raclée à Thanos. Donc, comme c'est lui qui est responsable de la redistribution des pierres à la fin de l'arc Infinity Gauntlet,
Ce serait vraiment très très bizarre de ne pas l'impliquer et de le ramener après tout ça. Voilà, c'est que mon avis, mais je pense que c'est pas envisageable autrement. Voilà, on va se laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vous-même vos théories. N'hésitez pas à remettre en cause les différentes choses que j'ai pu dire dans cette vidéo. N'hésitez pas à débattre de tout ça. C'est que du cinéma, alors c'est très important pour nous, mais c'est voilà, il n'y a pas mort d'homme. Que vous ayez aimé ou pas aimé, n'hésitez pas à me donner votre avis. Je pense que la prochaine fois qu'on se retrouve, ce sera pour un nouveau numéro des Pop News. Je vais essayer de faire quelque chose de pas mal parce que là, il y a de l'actu plutôt intéressante. Il y a des sorties très intéressantes qui arrivent. Il y a des soirées spéciales très intéressantes qui arrivent dans les cinémas près de chez moi. Donc, je vous propose de rester là-dessus. Restez passionnés surtout. N'hésitez pas à partager votre passion avec les gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Et n'hésitez pas éventuellement à faire découvrir, que ce soit par le biais de ma chaîne ou par d'autres biais, votre passion à votre entourage. Prenez soin de vous. À très bientôt.